Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse du Centre de prévention du suicide de la Naudière. Moi, c'est Ghislain Dufresne. Je suis porte-parole du Centre de prévention du suicide de la Naudière, le CPSL. Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de Mme Angéline Coutu de Rainville, attachée politique de Gabrielle Sainte-Marie, députée de Joliette. Mme Michaëlle Hott, attachée politique de Nathalie Saint-Clair-Desgagnés, députée de Terrebonne. Madame Sonia Bruno, conseillère à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Madame Véronique Venn, mairesse de la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Et si d'autres élus ou leurs représentants se sont joints à nous via Zoom à la dernière minute, eh bien, je vous accueille aussi, mais de façon plus large, mais bienvenue. Alors, au nom des membres du conseil d'administration et de l'équipe du CPSL, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Votre présence et votre appui sont importants pour nous. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation préoccupante dans laquelle l'organisme depuis plusieurs mois. Pour faciliter le bon déroulement, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, on dirait. Pour faciliter j'étais justement pour parler de ça, le bon déroulement de la conférence, je demanderai à tout le monde de fermer leur micro, s'il vous plaît, sur Zoom, si vous avez des téléphones aussi, peut-être les mettre sur vibration. Et je vous invite à conserver vos interrogations et vos interventions pour la toute fin. On va avoir une période pour ça après les allocutions. Donc, les journalistes qui désirent réaliser des entrevues avec Mme Joyce Lawless, directrice du CPSL, pourront également le faire après l'événement. Veuillez noter que la conférence est enregistrée via la plateforme Zoom et sera disponible dans quelques jours, et ce jusqu'au 28 avril, sur le site Internet pour le visionnement en différé pour les gens qui en font la demande. Là, on a la machine à place qui vient de partir. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, comme ça m'a dérangé, mais on va vivre avec. Ça va sûrement s'éteindre dans quelques instants. Alors, pour commencer, on va y aller tout de suite avec notre premier interlocuteur. Je l'invite à prendre la parole dès maintenant. Bonjour. Au Québec, les statistiques les plus récentes font état de 1055 décès par suicide durant l'année 2020. On peut avoir votre nom? Oui, j'y viens. En fait, c'est Pierre Deschaines, mon nom. Parmi ceux-ci, on compte 71 Lanaudois. Ce sont donc près de 6 personnes par mois qui ont mis un terme à leur vie, dont une proportion démesurée d'hommes chez qui l'intervention traditionnelle fonctionne souvent moins bien. Ensemble, ces personnes en ont laissé des centaines d'autres endeuillés. Des amis, des frères et sœurs, des conjoints, des enfants et des parents, comme moi. Je m'appelle Pierre Deschaines. Et il y a 19 ans, mon fils se suicidait. Le départ de Mathieu a laissé un grand vide dans ma vie. Et beaucoup de questions sont restées sans réponse, comme un casse-tête incomplet. Ma femme, Chantal, notre fille et moi avons dû apprendre à vivre avec ce vide sans Mathieu. Pour nous aider à y arriver, Chantal et moi nous sommes joints aux rencontres du groupe pour personnes endeuillées par suicide, organisé et animé par le Centre de prévention du suicide de la Naudière. C'est pour éviter à d'autres personnes de vivre une telle douleur que j'ai décidé, il y a plusieurs années, de m'impliquer bénévolement au CPSL. J'ai aujourd'hui la chance de co-animer le groupe d'accompagnement. Cela me permet encore de partager mon expérience avec d'autres personnes et d'apprendre de la leur. Comme je suis producteur de bovins et sentinelle en prévention du suicide, j'ai également participé à plusieurs reprises à la route agricole. Avec une intervenante du CPSL, nous sommes allés rencontrer des agriculteurs à la ferme pour leur parler de prévention du suicide. Parce que je crois fermement à l'importance du CPSL et de sa mission, je siège depuis près de 2 ans à son conseil d'administration. Prendre part à ces activités m'a aidé à trouver un sens à une situation qui n'en a malheureusement pas.
Je crois être bien placé pour témoigner de l'importance d'un organisme comme le CPSL, autant pour les personnes qui pensent au suicide que pour celles qui, comme moi, le subissent. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Ton témoignage est très, très important pour nous aujourd'hui. J'invite maintenant Claude Sainte-Marie, président du conseil. Excuse-moi, Claude. Je ne voulais pas regarder ma feuille, mais j'aurais dû. Claude Saint-Pierre, président du conseil d'administration du Centre de prévention du suicide de la Naudière, à prendre la parole. Merci Ghislain, bonjour à chacun de vous. Merci de votre présence, que ce soit en présentiel ou en ligne. Elle est très appréciée aujourd'hui. Le CPSL existe depuis l'an 2000. La grande majorité des membres de l'équipe du CPSL sont issus du domaine de l'intervention psychosociale et reçoivent, dès leur premier jour chez nous, une formation spécifique à l'intervention de crise suicidaire d'un minimum de 100 heures. En 23 ans, notre équipe a su développer une expertise solide et est venue en aide à des milliers de Lanaudoises et Lanaudois. Chaque année, elle répond en moyenne à plus de 3500 appels, provenant majoritairement de personnes en détresse, d'autres qui sont inquiètes pour une personne suicidaire, ou d'autres encore qui doivent se relever après qu'un proche ait commis l'irréparable. Cela se fait par le biais de la ligne 1-866 appel, qu'on pourrait traduire par 1-866-277-3553, dont le CPSL est le mandataire pour la grande région de la Naudière au complet. La ligne est accessible en tout temps, 24/7, mais depuis de nombreuses années, considérant le faible achalandage de nuit, le CPSL transfère les appels entrant entre minuit et 8 heures vers le centre de prévention de suicide d'une autre région. Mais on assure malgré tout le suivi de ces appels-là aux besoins. En plus de l'intervention téléphonique, au fil du temps, le centre de prévention de suicide de la Naudière a développé des activités s'adressant aux personnes endeuillées par suicide. Pensons notamment au groupe d'accompagnement dont Pierre parlait tout à l'heure, au soutien parental dont les enfants endeuillés par suicide, pour les enfants endeuillés par suicide, pardon, ou au passeport Soutenir le deuil par suicide que Ghislain vous présente. Également développer des services destinés aux membres de l'entourage d'une personne suicidaire, comme des rencontres de petits groupes de personnes qui se mobilisent pour soutenir un proche suicidaire ou un passeport pour la vie, que Ghislain vous présente présentement. Également développer un réseau régional de post-vention qui, à notre connaissance, est unique au Québec, conçu à l'initiative du CPSL. Celui-ci rassemble différents acteurs impliqués en prévention du suicide et vise à permettre aux milieux, comme les écoles et les entreprises, de se relever rapidement après un suicide et d'éviter un possible effet d'entraînement. Il y a aussi différents projets particuliers, comme entre autres la route agricole, dont Pierre vous parlait également, qui vise à mettre en lumière chez les acteurs de ce milieu les éléments pouvant engendrer de la détresse et à les outiller pour reconnaître cette détresse chez leurs proches et leurs collègues. La chaîne de gars, une chaîne YouTube sur laquelle on retrouve des témoignages d'hommes qui ont traversé une crise suicidaire et des présentations de ressources d'aide disponibles dans la région. Rappelons que ce projet, unique à la Naudière, a été développé en collaboration avec un comité d'hommes qui ont voulu que leur expérience liée au suicide en aide d'autres à s'en sortir et à rester en vie. Le CPSL dispense aussi des formations pour aider les intervenantes et intervenants lanaudois
à mieux accompagner une personne suicidaire. Il prend également en charge le déploiement et le maintien du réseau de sentinelles en prévention du suicide partout dans la région. À cela s'ajoutent de nombreuses activités de sensibilisation et de prévention. Un colloque annuel dont la 20e édition a eu lieu en 2022 et plusieurs actions originales réalisées dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide. En 2001, on dénombrait 84 suicides dans la région. Comme Pierre l'a mentionné plus tôt, en 2020, on en comptabilisait 71. L'évolution à la baisse du nombre annuel de suicides dans la Naudière, observé en 23 ans d'existence, nous porte à croire que le travail acharné du CPSL a porté fruit. J'ajouterai ici qu'il ne faut pas oublier que la population de la Naudière a augmenté durant cette période également. La prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. Et on sait que nos partenaires travaillent aussi très fort pour contrer ce fléau. Mais les témoignages de gens et de partenaires que nous soutenons et que nous accompagnons au quotidien ne font aucun doute. Les efforts du CPSL ont un impact positif indéniable sur la prévention du suicide dans la région. Il faut toutefois reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire pour aider les personnes en détresse et ainsi éviter des décès par suicide. Merci, Pierre. Claude. Ça va bien. Pierre. Merci, Claude. C'est presque une blague. Pour ce portrait, parce que ça nous démontre vraiment l'importance du Centre de prévention du suicide de la Naudière. Je vais maintenant passer la parole à Joyce Lawless, directrice du CPSL, qui va essayer de nous exposer la situation à laquelle elle est confrontée au CPSL depuis quelques temps déjà. Merci premièrement, Ghislain, de ne pas m'avoir débaptisé et d'installer mon micro. Cette situation à laquelle nous sommes effectivement confrontés est pour le moins préoccupante. Elle est complexe et comporte plusieurs enjeux. C'est pourquoi, afin de permettre d'en avoir une bonne compréhension, je prendrai le temps de bien vous l'exposer. En 16 ans à la barre du CPSL, j'ai été témoin de plusieurs belles réalisations d'équipe et du dévouement de personnes qui s'y impliquent. Je suis fière que nous puissions aider d'innombrables personnes à se relever d'une crise qui leur semble parfois insurmontable. Depuis plusieurs années déjà, je vois avec un grand sentiment de tristesse et d'impuissance une dégradation de la situation du Centre de prévention du suicide de la Naudière. Mes collègues et moi faisons tout en notre possible pour maintenir des services de grande qualité, mais de toute évidence, la situation est hors de notre contrôle. Malheureusement, force est de constater que nous avons nous-mêmes besoin d'aide. Cette situation difficile, elle est engendrée par plusieurs éléments. Le premier élément, des départs au sein de l'équipe. Au départ plus réguliers liés à la retraite, aux besoins de changement, au congé de maternité, à l'horaire de travail ou à des difficultés de travailler au quotidien avec une problématique aussi lourde que le suicide, se sont ajoutés des départs et des réductions d'horaire, parfois liées à l'épuisement des troupes. Depuis septembre, notre équipe se voit considérablement réduite et d'autant plus fragile. Les intervenantes se disaient déjà fatiguées avant la pandémie. La situation a empiré à un point tel que je trouve parfois étonnant que les personnes qui sont demeurées à l'embauche y restent toujours. Je ne peux m'empêcher de penser qu'au prochain congé de maladie ou prochain départ, que nous ne pourrons plus tenir. Pour mener à bien notre mission et diminuer la fréquence des soirs, des jours fériés et fins de semaine travaillés par nos intervenantes, nous aurions besoin d'une équipe comptant au moins 14 postes, dont 10 à l'intervention. Actuellement, à cause des postes non comblés, l'équipe compte l'équivalent de 9 postes temps plein,
dont uniquement 6 à l'intervention. La diminution est telle qu'à compter du 4 octobre, nous avons été contraints de transférer les lignes au CPS qui prend nos appels de nuit pendant 13 heures plutôt que 8 heures. Dès le 10 octobre, la situation a empiré, de sorte que jusqu'en janvier, nous avons transféré régulièrement un nombre plus important d'heures, s'étant même parfois élevé à 18,5 heures par jour. Pour le CPS qui a accepté de prendre les appels entrants pendant ces heures, la situation est parfois devenue lourde. Jusqu'à maintenant, ce CPS partenaire parvient à répondre à nos demandes de transfert d'heures supplémentaires. Toutefois, nous sommes conscients de la charge qui s'ajoute sur les épaules des membres de son équipe et nous sommes inquiets à ce sujet. Deuxième enjeu, des difficultés de recrutement. Bien que cet enjeu ait été exacerbé, comme dans la plupart des secteurs d'emploi, depuis le début de la pandémie, nous savons que le salaire que nous sommes en mesure d'offrir n'est pas compétitif compte tenu de 3 éléments. Le principal étant l'horaire de travail imposé. Nous répondons aux appels de 8 heures le matin à minuit, parfois plus tard, selon l'heure des derniers appels, et ce, 7 jours par semaine, même les jours fériés. Peu de personnes intéressées à travailler chez nous se rendent jusqu'à l'entrevue d'embauche. Elles se désistent souvent lorsque l'horaire leur est expliqué. Rappelons à ce sujet que les emplois dans le milieu communautaire sont principalement occupés par des femmes, dont plusieurs sont mères et certaines ont la garde partagée des enfants. Nous ne sommes donc pas un employeur de premier choix pour celles-ci. Le deuxième élément est la problématique elle-même. Les questions de vie ou de mort, c'est notre quotidien. Les intervenantes font parfois face à beaucoup de stress et ne sont pas à l'abri de la fatigue de compassion. Le dernier élément est le fait que pour maintenir de hauts standards de qualité et répondre aux critères nous permettant d'être mandataires de la ligne 1866 appel, nous exigeons que les membres de notre équipe d'intervention soient titulaires d'un diplôme collégial ou universitaire lié au domaine psychosocial. À formation égale et pour un horaire habituellement moins contraignant, nos partenaires du secteur public offrent souvent de meilleurs salaires. Plusieurs actions ont été mises en place depuis plus de 2 ans pour pallier la situation. Nous avons embauché des personnes à temps partiel plutôt qu'à temps plein, malgré les limites et le surplus de temps à consacrer à la formation et à l'encadrement que cela représente pour nous. Nous avons créé des liens avec des ressources contractuelles pour certaines tâches dans le but d'alléger la charge de travail de l'équipe. Couper pour une période indéterminée le poste d'agent de développement et communication afin de réinjecter les sommes ainsi économisées dans d'autres postes, malgré l'impact négatif que cela représente pour la promotion du CPSL et de ses services, ainsi que sur le développement de certaines activités. Nous avons augmenté les salaires plus d'une fois dans la même année, allant même jusqu'à risquer un déficit substantiel. Par exemple, en octobre 2020, le taux horaire pour un poste d'intervention était de 18 $. Nous offrons maintenant 25 $, sachant pertinemment que cela ne représente pas encore un salaire adéquat pour un milieu aussi exigeant que le nôtre. Le 21 septembre, en réunion spéciale, notre conseil d'administration a entériné une proposition d'arrêt de certains services. Ainsi, nous avons coupé la quasi-totalité des activités liées aux sentinelles en prévention du suicide. Coupé presque toutes celles liées à la Semaine nationale de la prévention du suicide, ne conservant que des outils déjà existants, disponibles en ligne et n'engendrant pas de surplus de travail pour notre équipe. Diminuer significativement les activités de formation, décréter qu'il n'y aurait pas de colloque annuel en prévention du suicide en 2023. Rappelons que celui-ci vise à outiller des intervenantes et intervenants de toute la région. Il n'y a pas eu de route agricole,
Pas non plus d'ajout de capsules vidéo à la chaîne de gars. Il y a eu arrêt du soutien au réseau d'échange d'endeuillés par suicide pour ceux qui restent. Et finalement, pas de développement d'outils supplémentaires pourtant si utiles et pertinents pour le réseau régional de postvention. En plus d'être le seul organisme reconnu par cette institution pour agir spécifiquement en prévention du suicide dans la région, le CPSL reçoit un financement du CIS de la Naudière par le biais du programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC. De par sa mission et compte tenu des critères tout à fait logiques de la ligne 1866 APL, il doit obligatoirement être ouvert 24 heures, 7 jours par semaine, et son financement à la mission devrait en tenir compte. Nous savons que nous ne pouvons pas compter uniquement sur la subvention à la mission du PSOC. C'est pourquoi, chaque année, le CPSL diversifie ses sources de revenus. Toutefois, contrairement au financement à la mission du PSOC, ces dernières représentent des revenus non récurrents qui ne peuvent financer des postes permanents. Nous sommes aussi conscients que la question du sous-financement des organismes communautaires ne touche pas que le CPSL, mais l'ensemble des organismes. Toutefois, les obligations liées à nos heures d'ouverture font qu'il s'avère complètement impossible de réaliser pleinement notre mission avec le financement qui nous est octroyé. Mission qui, rappelons-le, nous amène à poser différentes actions qui sauvent directement des vies de la Naudoise de tout âge et de tous les milieux. La situation est d'autant plus ironique quand on pense qu'au printemps 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux adoptait une nouvelle stratégie nationale en prévention du suicide. Au moment même où on parle de l'importance de poser des actions pour diminuer le taux de suicide, dans la Naudière comme partout au Québec, le CPS est contraint, faute d'un financement adéquat, de couper autant d'activités. Au point de craindre quant au maintien de la ligne d'intervention dans son équipe, qui détient la plus grande expertise en la matière dans la région. Nous avons besoin de compter sur une équipe complète et suffisante. De plus, pour assurer le maintien de notre expertise, nous avons besoin d'une équipe stable. Il nous apparaît donc impératif d'offrir des salaires adaptés aux conditions imposées par notre réalité et au niveau de responsabilité qui incombe aux intervenantes et intervenants qui assurent une réponse à la ligne. Nous devons pouvoir investir du temps et de l'argent dans la recherche et la mise en place de solutions novatrices pour venir en aide aux hommes, qui sont les plus nombreux à décéder par suicide et, paradoxalement, les moins nombreux à utiliser les ressources d'aide actuellement à leur disposition, démontrant bien l'urgence d'adapter les services à leurs besoins. Comme la prévention du suicide ne peut se travailler de manière isolée, nous avons besoin de prendre le temps d'établir et de soigner des partenariats avec différents partenaires, comme les municipalités, les entreprises, les corps policiers, les écoles, les organismes communautaires, la communauté atikamekw et les agriculteurs, pour ne nommer qu'eux. Malgré les liens dont nous disposons déjà avec plusieurs d'entre eux, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux nombreuses demandes qu'ils nous adressent, qu'il s'agisse de participer à des tables de concertation, d'animer des activités autour du suicide ou d'offrir davantage de formation. Claude énumérait tout à l'heure les services que nous avons développés depuis nos débuts. Nous recevons un financement récurrent à la mission depuis l'année 2001-2002. Entre celle-ci et l'année financière 2019-2020, soit 18 ans plus tard, aucune hausse du financement à la mission ne nous a été accordée, que l'indexation annuelle dont bénéficient tous les organismes financés par le PSOC. Après ces 18 ans sans hausse, on nous a finalement accordé une maigre hausse de 36 744 $ étalée sur 4 ans. Certains organismes de la région fonctionnant 24/7, comme les maisons d'hébergement, ont un financement supérieur à celui du CPSL. D'autres, n'ayant pas un fonctionnement 24/7, ni un mandat régional,
reçoivent un financement à la mission qui se rapproche énormément de celui du CPSL. En supposant que ces organismes offrent des activités 5 soirs par semaine, le CPSL est tout de même en fonction au minimum 5 500 heures de plus qu'eux chaque année. Nous reconnaissons et respectons le cadre de financement lanadois du programme de soutien aux organismes communautaires PSOC, mais nous tenons à souligner que ce dernier ne tient pas compte des heures d'ouverture des organismes dans les critères de financement. Cette situation crée une iniquité et un écart de financement important pour le CPSL. Depuis 2019, nous avons officiellement exposé au CIS de la Nodière le problème de financement à la mission, au sein duquel notre horaire 24/7 n'est pas tenu en compte, de même que l'absence de hausse de financement à la mission. À la même époque, nous avons aussi présenté le problème à des représentants du caucus des députés de la Nodière. Est-ce que j'ai sauté une page? Je n'ai pas sauté de page. Hein? Non. J'ai beaucoup de pages. 5 vient tout de suite après 4. Oui, mais je me demandais si j'avais lu la. Mais oui, hein, je l'ai lu. Confirmation. Donc, en 2021, dans le cadre d'une demande portée de façon provinciale par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec, nous avons adressé au CIS de la Nodière et aux députés provinciaux une demande d'ajout d'une nouvelle catégorie dans la typologie du PECTOC. Catégorie qui tiendrait compte des particularités de la mission de certains organismes, dont les CPS. Donc, catégorie qui tiendrait compte des particularités de la mission de certains organismes, dont les CPS. Nous avons obtenu l'appui du CIS de la Nodière à ce sujet. En octobre dernier, nous avons tenu une nouvelle rencontre avec des représentants du CIS de la Nodière pour les informer de la situation actuelle du CPSL. À la mi-janvier, nous avons rencontré la responsable, ou plutôt la présidente du caucus lanadois des députés provinciaux. L'accueil et la compréhension de la situation ne font jamais défaut, non plus que la reconnaissance de l'expertise et de l'importance de l'organisme. Malgré de récentes modifications aux règles et à la typologie actuelle qui ne tiennent pas compte du nombre d'ouvertures des organismes, le CPSL reçoit actuellement un financement comparable à celui d'organismes qui ne sont pas en fonction 24/7. Je sais que je vous l'ai dit précédemment, mais c'est quand même important de le répéter. De plus, malgré l'adoption de la nouvelle stratégie nationale en prévention du suicide, aucune somme récurrente et significative au financement à la mission n'a été annoncée pour appuyer la réalisation de la mission des CPS du Québec. Nous avons obtenu des subventions rattachées à des actions précises et non à la mission. Bien que nous soyons reconnaissants pour ces sommes, elles ne nous permettent pas d'améliorer les conditions salariales de l'équipe. Dans ces conditions, il est difficile de garder l'espoir que la situation s'améliore ou même qu'elle n'empire pas. Aujourd'hui, nous demandons publiquement au CIS de la Nodière de tenir compte des heures d'ouverture des organismes et d'ajuster ces seuils de financement en conséquence. Nous avons la conviction ferme qu'un financement mieux adapté à notre situation nous aiderait à consolider notre équipe de travail pour reprendre progressivement les activités mises sur pause et pour offrir tout le soutien dont la communauté a grandement besoin en prévention du suicide. Surtout, nous pressons le ministère de la Santé et des Services sociaux d'accorder aux centres de prévention du suicide de partout au Québec une hausse significative du financement à la mission. Un tel investissement permettrait à nos ressources spécialisées et compétentes de réaliser pleinement leur importante mission. Une mission qui, rappelons-le, vise à sauver des vies humaines. En terminant, je tiens à remercier tous les partenaires, les membres et les bénévoles du CPSL qui sont ici avec nous ou sur Zoom et ceux qui nous ont envoyé des mots d'encouragement en répondant au courriel d'invitation. Votre appui nous démontre que le CPSL vous tient à cœur et que vous continuez de reconnaître sa nécessité et de croire en son importance. Merci. Merci beaucoup, Joyce.
Alors, c'est le moment. Si jamais vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu avec l'allocution de Joyce, vous pouvez les poser par chat. Vous pouvez aussi soit les écrire ou lever la main. Je devrais être capable de vous voir lever la main et on va vous ouvrir votre micro. On va vous permettre d'ouvrir votre micro. Il y a des questions? Oui. Vous n'êtes pas à la veille de fermer vos portes quand même. On est le 19 avril. On peut penser que malgré le contexte difficile, vous êtes encore là pour assumer un minimum de services. Oui, je vais te laisser. On ne parle pas effectivement de fermeture de l'organisme parce qu'on a quand même un financement qui nous est accordé à la mission. La seule chose quand même qui nous met en danger, c'est le volet de ce que peut offrir comme service l'équipe. Si, pour différentes raisons, d'épuisement ou autres, il y a des gens qui nous quittaient dans l'équipe, notre difficulté à recruter pourrait faire que nos services ne soient à peu près plus possibles d'être offerts. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens pour les offrir, ces services-là. C'est un enjeu. Actuellement, on n'en est pas là, mais toutefois, on a, comme ça a été nommé, on a dû arrêter, mettre sur pause plusieurs activités et services qui sont quand même essentiels au niveau de la prévention du suicide. Mais on ne parle pas de fermeture des portes actuellement. Mais si on ne réussit pas à combler nos postes vacants et à conserver notre équipe actuelle, ce serait ce qui pourrait arriver éventuellement. On peut parler d'une crise à l'interne ou d'une crise existentielle. Oui, effectivement, c'est une crise contextuelle liée au financement et qui est exacerbée par la question de pénurie de main-d'œuvre, difficulté de recrutement. Mais à la base, le financement est le point de départ de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Moi, je suis conseillère municipale. Vous avez envoyé des invitations à toutes les municipalités de l'Anaudoise. Vous attendez quoi de nous, des conseillers, des élus? En réalité, nous, on sait qu'on est quand même petit pour pouvoir influencer le ministère de la Santé, entre autres choses. Et bien sûr, avoir l'appui des partenaires, dont les municipalités, c'est de lancer un message qui appuie le Centre de prévention du suicide dans ses besoins. Et pour nous, ce serait quand même précieux. Ce sera fait chez nous. Naturellement, on sait que déjà avec les municipalités, vous faites circuler quand on vous envoie des outils pour la semaine de prévention du suicide et tout ça. Naturellement, on continue à souhaiter votre soutien à ce niveau-là et on l'apprécie énormément. Parfait. Merci. On a un commentaire aussi qui a été fait par Nadine Labrec qui nous dit « Nous avons fait appel au CPSL plus d'une fois pour nos jeunes. Vous êtes essentiels pour la région. J'espère qu'il y aura une solution à cette situation. » Il y a aussi Mireille qui nous écrit « Si on veut faire un don, à quelle adresse on le fait? » Si les gens veulent faire un don, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web à quelque part, vers le bas à droite, il me semble. Il y a « Faire un don » et les gens peuvent le faire directement de cette façon-là et peuvent recevoir un reçu de charité puisqu'on est un organisme de charité. Sinon, les gens peuvent toujours là, nous contacter à l'organisme et on leur donnera des coordonnées. Merci. Il y a Céleste qui me fait remarquer qu'il y a des mains levées. Merci, Céleste. Luc Dugas a levé la main de AQDR Brandon. Vous pouvez prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, quand vous parlez de partenaires, vous dans la région de la Naudière, est-ce que vous incluez là-dedans les groupes comme l'Envol, comme Croissant de Lune, ou c'est plus que ça? Le CPS, au cours des années, on a établi des partenariats avec une multitude d'organismes communautaires et d'autres types d'organisations. J'ai nommé dans l'allocution le volet des municipalités, des entreprises, mais au niveau des organismes communautaires, on a des liens avec des organismes qui touchent
au niveau des personnes âgées, organismes en santé mentale, toxicomanie, jeunes, et là, je n'aimerais pas toutes les différentes thématiques, problématiques qui sont touchées par les organismes, là. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, on est la ligne d'intervention téléphonique des gens partants, elle est disponible pour toute personne qui, dans le cadre de son travail ou dans sa vie, côtoie une personne qui est en détresse. C'est le cas de plusieurs organisations qui ont, dans les gens qui les fréquentent, des personnes qui peuvent vivre des moments de détresse suicidaire. Donc, ils peuvent tous faire appel à nous par la ligne d'intervention téléphonique déjà. Et par la suite, bien, avec certains organismes, des fois, il y a des développements de réseaux de sentinelles ou d'autres soutiens qu'on a par la semaine de prévention du suicide, des outils qu'on déploie. Le colloque aussi. Le colloque est fréquenté par des gens autant du milieu scolaire que du CIS, que d'organismes communautaires très, très variés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, mais j'avais une autre question qui était on peut rêver, là. Vous rencontreriez un mécène qui vous garantirait 200 000 $ par année pendant 4 ans. Est-ce que ça réglerait votre problème? Parce que vous avez parlé d'attraction tout à l'heure par rapport à votre main-d'œuvre qui est fatiguée et tout ça. Et ça réglerait-tu rien qu'une partie du problème ou ça ferait être l'atténuer ou le porter dans le temps? Ça aiderait beaucoup. Vraiment beaucoup. Si vous voulez me donner ses coordonnées, je serais bien heureuse de rencontrer ce mécène. Mais oui, c'est sûr que par rapport à la situation qu'on vit présentement, avoir 200 000 $ récurrents annuellement qui nous est octroyé, on serait ailleurs. On serait ailleurs, on pourrait offrir les salaires qu'on considère qui devraient être offerts, puis on pourrait remettre sur pied des activités. Toutefois, malgré ça, on sait qu'au niveau du CPS, on est loin de faire tout ce qu'on pourrait et voudrait faire au niveau de la prévention du suicide. Donc, ce ne serait pas parfait, mais ce serait une amélioration qu'on accueillerait avec extrêmement de bonheur. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une main levée à l'intérieur, dans la salle, mais il y avait quelqu'un avant qui avait la main levée aussi. C'était Manon qui voulait poser une question. Alors, Manon, ce serait à votre tour. Il suffit d'ouvrir votre micro. Oui, parfait. Merci. Merci, Ghislaine. Bonjour, Joyce. Manon, thérapeute maintenant et ancienne travailleuse qui a passé par la grande école du Centre de prévention suicide. Donc, bonjour, Joyce. Félicitations à toute votre équipe, CA et tout. Ghislaine comme porte-parole, vraiment touchée d'être là aujourd'hui. Je voulais nommer mon soutien, mais également, j'avais une question, curiosité au niveau des démarches, au niveau national. Tu as mentionné tantôt que vous souhaitiez bien sûr augmenter le financement de tous les centres de prévention du suicide. Est-ce que l'association là-dedans des centres de prévention du suicide du Québec, vous êtes dans des démarches, bien sûr que oui, et si oui, vous en êtes à quel point au niveau national pour que le financement aussi arrive, soit augmenté via que le ministère de la Santé vous entende là, présentement? Bonjour Manon. Bonjour. Je tiens juste à signaler pour toutes les personnes que Manon a travaillé pour le CPS, mais avant que j'y travaille. Donc, elle n'a pas quitté dans une autre vie, mais mon cœur est toujours là. Oui. Le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec a des représentantes qui, je le dis au féminin, puisque ce sont des femmes, oui, qui discutent avec des gens au niveau du ministère, discutent bien sûr du volet du financement. Notre regroupement est jeune, a seulement 7 ans et nous avons une personne à la direction du regroupement seulement depuis l'été dernier. Donc, jusqu'à il n'y a pas encore tellement longtemps, on avait une personne contractuelle là, à un moment donné, mais c'était les directeurs de CPS, membres du conseil d'administration du regroupement, qui, en plus de leur charge de travail, et je suis bien placée pour en parler parce que je suis une des membres fondatrices du regroupement, dans le fond, en plus de leur charge de travail, assument toutes les représentations et tous les services que le regroupement offrait.
On est heureux d'avoir maintenant une personne à la direction depuis juin dernier. Elle, je crois qu'elle manque un peu de souffle par moment. Mais c'est ça. Donc, il y a des discussions, bien sûr, avec le ministère, mais il y a beaucoup d'enjeux, d'autres enjeux aussi présentement là, qui doivent être discutés avec le ministère. Là. La reconnaissance au niveau des CPS m'apparaît, de ce que j'en sais, là, bien reconnue et les demandes sont accueillies. Mais jusqu'à maintenant, là, et la plus belle preuve de ça, que là, il n'y a pas encore de geste tout à fait, c'est le manque de financement. Le fait qu'il n'y ait pas d'annonce de financement à la mission des CPS via la stratégie nationale de prévention du suicide, là, qui devrait quand même être l'occasion que le ministère saisisse pour financer les CPS au Québec. Là. Oui, parce qu'on entend beaucoup la ligne 811 Info sociale. J'entends moins. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'on diffuse moins au niveau national, qu'on parle moins de cette ligne-là? On le fait beaucoup dans nos régions. Parce que si le financement ne vient pas, j'imagine que trop diffuser le numéro, ça l'amènerait trop de demandes. En réalité, le ministère a fait quand même une diffusion de la ligne 1866 et de suicide.ca il y a peu de temps. Ouais. Là, Oui, moi j'ai vu. Exactement quand. C'était la première mais fois. Mais je l'entends moins dans la bouche du ministre en question, mais peut-être. OK, tu trouves que c'est quand même bien diffusé, la promotion de la ligne? Ce ne sera jamais suffisamment diffusé. Nous-mêmes, de notre côté, okay. en ayant fait le choix de couper le poste d'agent de développement et communication pour investir ce salaire-là dans d'autres salaires, on a diminué nous-mêmes notre volet de promotion et c'est un choix déchirant. Ben oui, parfait. Oui, je comprends. Logiquement, ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui ont besoin du CPS, qui puissent le connaître. Pour répondre à la demande. Ah, parfait. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Merci, Manon. Bonne chance. Alors, pour la prochaine personne, je ne sais pas si c'était ici ou en ligne. On va le prendre ici, puis je vais poursuivre ensuite en ligne. Inquiétez-vous pas. Alors, madame, oui. Oui, c'est une problème des services écrits de la Naudière. Moi, c'est juste pour dire que je suis très préoccupée de cette situation-là. Le CPS est un grand partenaire des services écrits. Et ça me préoccupe beaucoup de savoir qu'on coupe dans les services. Le CPSL est notre pilier au niveau de la formation du suicide, comme on a beaucoup de clientèle suicidaire. Ça me préoccupe beaucoup, à savoir est-ce que ce volet-là va disparaître ou va être diminué aussi dans le temps, parce que je comprends que la pénurie d'employés touche fortement le CPSL. Et puis aussi dire que s'il y a des choses qu'on peut faire, Joyce, tu sais qu'on est là et qu'on peut se parler. Mais oui, ça me préoccupe de savoir que vous êtes à un point où vous regardez plus quel service vous allez conserver que d'être en mode développement et tout ça. Là. Puis je suis très consciente de votre réalité, parce qu'on a une réalité un peu similaire dans ce sens-là. Alors, est-ce que tu avais une question liée à la formation? Oui, bien, savoir si ça peut toucher ce volet-là. C'est sûr que je comprends que la ligne d'intervention, pour l'instant, n'est pas touchée. Vous avez diminué les heures, oui, mais ça me préoccupe aussi, parce que quand c'est votre partenaire qui répond, est-ce qu'il connaît bien les ressources ici dans la région qui peuvent soutenir ces personnes-là? Ça me préoccupe aussi, effectivement. Mais en plus, oui, tout le volet formation, je trouve ça très préoccupant. Si vous commencez à couper dans ces services-là, très préoccupant. Mais l'ensemble de la situation me préoccupe beaucoup. Oui. Mais oui, au niveau de la formation, je voudrais savoir si c'est dans votre vision des choses. Dans notre vision des choses, on ne veut pas diminuer ou couper ça davantage. C'est clair et net. Ce n'est pas ce qu'on porte comme désir.
Au niveau de la formation, il faut savoir qu'il y a un enjeu plus particulier. Je ne veux pas entrer trop dans les détails ce matin là-dessus, mais il y a une refonte qui est faite au niveau provincial de la formation. Donc, il y a de fortes probabilités que d'ici quelques mois, elle sera moins, disons, longue à offrir parce qu'il y aura une partie qui sera en ligne. Donc, déjà, ça devrait nous donner plus d'espace pour pouvoir offrir plus de formations. Toutefois, ce n'est vraiment pas nous qui contrôlons l'échéancier à ce niveau-là, c'est au niveau provincial. Pour la formation, c'est complexe la formation parce que ça nous prend des formateurs accrédités. C'est tout un processus pour accréditer des formateurs. Dans le fond, pour ne pas trop élaborer là-dessus, pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est juste que ça pourrait être long. Je dirais que dans le cadre de mon travail, moi, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de trouver des solutions qui viennent pallier à ce qu'on ne peut pas offrir. Dans ce contexte-là, depuis peu, on a fait appel à une personne, à la formatrice du regroupement des CPS, qui nous a offert dernièrement 2 formations dans la région. Fait qu'on essaie de trouver des solutions. On est quand même en mode solution. On va en offrir quelques-unes au printemps aussi, tout ça. Fait on espère, c'est sûr qu'on a diminué le nombre de formations offertes. Notre objectif est que ça ne baisse pas plus que ça ne l'est actuellement. Donc, c'est la meilleure réponse que je peux donner actuellement au niveau de la formation. Pour ce qui est, j'ai envie de quand même parler au niveau de la ligne d'intervention téléphonique. Quand on transfère des heures de plus que nos nuits au CPS qui prend nos appels de nuit, on a une totale confiance en ce CPS-là qui prend nos appels depuis plusieurs années, avec qui on a des liens particuliers. Et quand on leur a adressé la demande de transférer des heures supplémentaires, on souhaitait vraiment que ce soit eux parce que pour nous, ça faisait tout son sens, que ce soit ce CPS-là et non un autre qui prenne nos appels. Et ils connaissent les principales références de notre territoire. On leur fournit un petit bottin de ressources. Il faut rappeler que même quand les appels sont transférés à l'autre CPS, nous, on a quand même une personne chez nous qui est rejoignable en tout temps sur cellulaire par eux. Donc, s'ils rencontraient une situation particulière pour laquelle il y aurait besoin d'informations spécifiques à la région, ils pourraient en tout temps, la nuit, à 4 heures du matin, n'importe quand, appeler cette personne-là chez nous, qui, elle, naturellement, pourrait les diriger là. Mais jusqu'à ce jour, puis comme je dis, ça fait plusieurs années qu'on transfère les appels, avec les informations qu'on leur transmet, ça va bien, ils ont tout en main pour faire l'intervention, qu'ils font comme nous, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui voulait savoir si on pouvait connaître le nom du CPS qui nous aide, est-ce que c'est permis ou pas? Ben, oui, on peut le dire, c'est le CPS L'Accalmie qui est à Trois-Rivières. Je lis un commentaire rapidement. L'intervention du CPSL est d'une grande importance actuellement. Nous constatons au quotidien la détresse de nombreuses personnes qui nous consultent. La pandémie a fragilisé la santé mentale de plusieurs et la situation financière de nombreux ménages ne fait qu'accentuer cette problématique. Il y a quelqu'un qui demande aussi quand sera le prochain colloque? Est-ce qu'on le sait? Non, on ne le sait pas. On sait qu'il n'y en aura pas en 2023. Donc, on a fait le 20e colloque en 2022. On était fiers de faire ce 22e colloque-là. D'ailleurs, on l'a souligné. Donc, ça fait mal, comme pour tout le reste. Ça fait beaucoup mal au cœur de la directrice et au cœur de l'équipe et des bénévoles et des membres du CA et même de notre porte-parole, qu'on ait à couper ces activités-là. Donc, est-ce qu'il y aura un colloque en 2024? Au moment où on se parle, je ne suis vraiment pas en mesure de pouvoir répondre à cette question. Alors, j'irai peut-être avec quelqu'un en ligne qui a levé la main. Exanise D. On peut ouvrir le micro.
c'est Dani. Je voudrais juste savoir, parce que je sais qu'au-delà de conseil d'administration, moi, c'était pas là. Parce que j'ai été à la prévention du suicide. Excusez-moi, madame. Non, on ne vous entend pas bien. Est-ce que c'est possible soit de vous rapprocher du micro ou d'augmenter le volume de votre micro? Là, c'est bon? C'est un petit peu Vous mieux. m'entendez mieux? C'est mieux. Bon, bonjour. Je voulais juste savoir, parce que moi, je me connais un peu dans l'année de bénévolat au centre de prévention suicide. C'était pour moi une belle porte, c'était pour moi une famille. Pendant 10 ans, je l'ai fait. Au début, c'était du bénévolat. Je voulais savoir, au-delà du conseil d'administration, quel rôle joue le bénévolat de la première ligne et à quelle proportion chez vous? Parce que je n'ai pas vu que beaucoup de demandes de bénévolat chez vous. Parce que ça fait 15 années, je suis dans la Naudière. Je n'ai pas croisé un avis que vous cherchez de bénévolat. Je voulais savoir quel rôle ça joue en première ligne, surtout parce que nous autres, on avait les bénévoles, la première ligne, c'était surtout dans d'autres interventions pour des suivis, c'était des envoyés, mais tous les appels de première ligne, c'était fait par des bénévoles. Est-ce que c'est changé après la situation ou est-ce que vous avez suffisamment de bénévoles pour faire que moi, je n'ai jamais passé aucune de vos annonces? Merci. En réalité, le CPS de la Naudière n'a jamais eu de bénévoles pour répondre aux appels de la ligne d'intervention téléphonique, ni pour offrir de façon quotidienne les services de l'organisme. On a des bénévoles qui sont liés à la co-animation du groupe d'endeuillés, comme Pierre l'a nommé précédemment. On a des bénévoles qui ont été impliqués au niveau de la chaîne de gars. On a donc des bénévoles qui s'impliquent en soutien à la mission de l'organisme de différentes façons, des kiosques d'information. On a des bénévoles qui en font, qui sont habituellement des sentinelles qui ont suivi le processus pour être sentinelles en prévention du suicide. Je tiens à préciser qu'au Québec, il y a uniquement 2 centres de prévention du suicide dont les intervenants sont en partie des bénévoles. C'est Suicide Action Montréal et le Centre de prévention du suicide du Saguenay. Tous les autres centres, tous les autres centres qui ont une ligne d'intervention téléphonique, c'est effectué par des employés rémunérés. Mais chaque CPS comme nous, c'est ça, a une implication bénévole. Vous demandiez une proportion, je ne peux pas vous donner une proportion comme ça puisque ce n'est pas dans le cadre justement de la ligne d'intervention téléphonique qui sont impliqués. Là. On a plusieurs bénévoles impliqués au CPS à différentes activités, comme déjà aujourd'hui, il y en a avec moi pour la conférence de presse, ce qui est un exemple pas quotidien, peu fréquent, ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est juste que c'était une façon de comprendre parce que si les premières lignes, la première ligne d'intervention, parce que la formation qui donnait que les bénévoles puissent faire les interventions de première ligne aurait pu aider en partie à combler un certain besoin qui devient de plus en plus avec la pandémie tous les jours, la santé mentale devient plus lourde. Il y a certaines choses que le bénévolat en première ligne, je ne dis pas pendant la nuit, mais au moins pendant le jour, avoir plus de lignes que les bénévoles en première ligne puissent combler certains. Moi, c'était ça, je voulais m'assurer. Est-ce qu'il y en a ou pas? Mais vous voulez que je dise, c'est juste 200 diplômés. Alors, je ne savais pas si c'était juste 2 endroits qui donnaient ça comme ça. Pour moi, c'était naturel. Je dirais que c'est sûr que, admettons, pour Suicide d'Action Montréal, qui est né avec si je ne me trompe pas, qui est né avec des bénévoles au niveau de sa ligne d'intervention téléphonique, ils ont déjà une capacité de bénévoles beaucoup plus grande que nous, on peut avoir. Mais il y a aussi des employés qui sont dédiés à former, superviser, encadrer ces bénévoles-là. À Suicide Action Montréal, pour le nombre de bénévoles qu'ils ont, ça fait du sens. Mais parce qu'ils ont beaucoup plus d'appels que nous, donc ils ont tout en place, tout ça.
Le Saguenay, en plus, ils ont un volet lié à l'écoute téléphonique aussi de Telaide, là. Je ne sais pas si c'est Telaide dans leur région, mais en tout cas. Tandis que nous, pour mettre en place ça, il faudrait qu'on ait déjà une employée qui s'y consacrerait pleinement, minimalement une employée. Fait que c'est comme complexe, disons, comme solution à mettre en place. Je vous remercie, madame. Merci. On avait Luc Dugas qui a relevé la main ou qu'il ne l'avait pas baissé. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'il a relevé la main. Je veux juste me confirmer. Si ce n'est pas le cas, on va continuer. Bon, la question que je posais, c'est que les autres CPS du Québec ont-ils les mêmes problèmes que vous autres en termes d'attraction ou en termes de ressources financières? Oui, ben dans le fond, je dirais, selon moi, beaucoup d'organismes communautaires ont ce problème-là, pas seulement en prévention du suicide, mais en prévention du suicide, qui est le secteur que je connais le plus, oui, plusieurs CPS ont ces difficultés-là parce que je crois qu'il n'y a aucun CPS qui peut prétendre obtenir le financement dont il aurait réellement besoin, puisqu'il n'y a pas eu d'injection du ministère de la Santé d'argent au niveau du soutien au CPS du Québec. Donc, il n'y en a pas eu assurément depuis au moins 16 ans. Donc, oui, il y a plusieurs CPS qui vivent ces difficultés-là à géométrie variable. Il faut dire que les CPS ne sont pas tous mandataires de la ligne d'intervention 1866 appel. Fait qu'il y en a plusieurs CPS qui sont ouverts le jour de semaine seulement. Donc, c'est plus facile pour eux d'attirer des gens. C'est ça. Fait que les réalités ne se comparent pas tellement, mais il y en a plusieurs qui sont mandataires de la ligne 1866 que je sais que depuis, dans la dernière année, ont vécu des difficultés aussi. Une autre question, c'est que malgré le fait que les dirigeants gouvernementaux parlent de santé mentale, on peut dire, peut-être en conclusion hâtive, que les babines ne suivent pas trop les bottines ou l'inverse. Mais j'avais une question plus technique à poser. Je me pose la question, c'est est-ce que vous dormez bien, vous, Madame Jones? Je vous dirais que j'ai eu des périodes où je vivais beaucoup d'émotions que j'aurais préféré ne pas ressentir. C'est pas ce qu'on souhaite quand on est à la direction d'un organisme, de devoir arrêter, couper des activités. Toutefois, il n'y a personne qui est impliqué au CPS qui le vit bien. C'est sûr que comme directrice du CPS, je me sens portée d'une responsabilité supplémentaire de trouver des solutions, de faire qu'une telle situation n'arrive pas. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire parce que tout n'est pas sous mon contrôle. Ça dépasse mes capacités, c'est sûr. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été facile. Disons que là, on fait du mieux qu'on peut et ça, on peut en être fier, vraiment fier. Moi, je suis très, j'utilise ce mot-là, fierté. Les gens qui travaillent avec moi savent que c'est un sentiment que j'aime ressentir. Donc, je suis fière de ce qu'on a fait comme équipe, vraiment, et ce qu'on fait encore comme équipe. Moi, en tout cas, je sens que ça m'a rapproché des personnes qui y travaillent parce qu'on a vraiment beaucoup discuté ensemble. On a pris certaines décisions déchirantes, mais après avoir pris vraiment beaucoup de temps pour en discuter, réfléchir aux conséquences. Le conseil d'administration a passé beaucoup de temps aussi là-dedans. Fait que c'est sûr que oui, c'est beaucoup d'émotions. Toutefois, je ne suis pas seule dans ce bateau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Je vois qu'il y a une main levée en ligne, mais dans la salle, ça va. OK. Alors, je vais passer la parole à Claudia Charon du RCPSQ.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis la directrice générale du regroupement des centres de prévention du suicide du Québec en poste depuis très récemment, tel que Joyce l'a mentionné. Tout d'abord, la RCPSQ appuie entièrement l'initiative de notre membre, le CPS de la Naudière. Donc, merci d'être là ce matin. Tel que Joyce l'a mentionné également, ce sont des réalités qui sont présentes dans différentes régions du Québec, malheureusement, et également les initiatives au niveau national, elles sont faites par la RCPSQ, mais on encourage vraiment les initiatives régionales aussi, donc de partager votre réalité, c'est très important pour vos partenaires. Et je désire finalement souligner la persévérance des directeurs généraux de l'ensemble des CPS du Québec et de Joyce aussi, et de leurs employés dans des conditions qui sont difficiles, des décisions qui sont difficiles, et de prendre la parole ce matin, c'est très important pour faire reconnaître vos besoins et contribuer à la mission qu'on porte tous de faire avancer la prévention du suicide au Québec. Merci, Claudia. Alors, je vais lire rapidement les commentaires qu'on a reçus où j'étais rendu. C'est très important de garder l'aide apportée pour les endeuillés par suicide. Je pense qu'on est assez tous d'accord avec ça. Ensuite de ça, pouvez-vous nous rappeler le nombre de postes manquants dans votre organisme? Dans le fond, on disait qu'habituellement, on aurait 12 postes. On avait 12 postes il y a quelque temps. Et que là, on a un équivalent de 9 postes, alors qu'on estime nos besoins à 14. Je vous laisse faire les calculs. On a aussi un commentaire de Misévie qui dit « Les membres du CA de Misévie, nous sommes très préoccupés par les nouveaux critères ajoutés par notre bailleur de fonds. Plusieurs organismes sont touchés en ce moment. Comment pouvons-nous tous ensemble, ceux ayant comme mission la santé mentale, contrer les critères et se rallier afin d'obtenir de meilleures subventions? » C'est sûr que ça c'est pas dans mon cadre de directrice du Centre de prévention du suicide, mais je dirais qu'au niveau des organismes en santé mentale, il y a un regroupement, le regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale de la Naudière, à qui je crois que Misévie devrait s'adresser. Et on sait qu'au niveau de tous les organismes communautaires de la région de la Naudière, il y a la table régionale des organismes communautaires de la Naudière. Donc, je pense que ces deux instances-là sont celles qui représentent et qui peuvent appuyer, aider aux revendications. Merci beaucoup. Là, je ne vois plus de main levée. S'il n'y a pas d'autres questions ici, sur place, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Alors, je vais simplement clore la conférence de presse là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Joyce, à Claude, à Yann. Et avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler que malgré la situation qui est exposée ce matin, les personnes en détresse, leurs proches et les personnes endeuillées par suicide peuvent contacter le 1-866 appel en tout temps pour parler à un intervenant. Alors, merci beaucoup d'être venu.